raison d'être d'une entreprise, dans le droit français, comme dans beaucoup de droits, c'est d'abord la rentabilité du capital pour ses actionnaires. Dans le droit français, c'est encore la seule raison d'être d'une entreprise, c'est de rapporter du capital à ses actionnaires. Ça n'est pas légalement faire autre chose, ce qui fait d'ailleurs que aujourd'hui, les grandes décisions de vie et de mort d'une entreprise, d'achat, d'OPA, de pas OPA, sont prises que par les actionnaires. Et les autres, en France, dans le droit français, les autres acteurs, c'est-à-dire les consommateurs, les gens du territoire dans lequel l'entreprise se trouve, les générations futures qui sont concernées par l'avenir de l'entreprise, n'ont pas leur mot à dire. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup d'autres, depuis longtemps, j'ai lancé cette idée, mais avec beaucoup d'autres, que les actionnaires ne sont pas les seules parties prenantes de l'entreprise, qu'il y en a d'autres. En France, ça a commencé à s'exprimer par un célèbre discours au patronat d'Antoine Riboud à Marseille, auquel j'étais, par les hasards de la vie, très associé à l'écriture de ce discours, dans lequel il avait dit qu'il y avait deux piliers dans l'entreprise, le pilier économique et le pilier social, qui devaient être égaux. Et il a été d'ailleurs extrêmement rejeté par le patronat de l'époque quand il avait dit ça. Aujourd'hui, il y a une meilleure prise de conscience du fait que l'entreprise, comme une collectivité territoriale, comme une ONG, comme un pays, doit avoir d'autres finalités que la seule finalité de la rentabilité du capital. Et avoir des finalités qui sont autres, qui sont d'être durable. Pour ma part, je le vois à 4 dimensions. Sociale, économique d'abord, il faut qu'elle soit durable économiquement, donc la rentabilité du capital, économiquement, socialement, écologiquement et en termes de gouvernance. Avoir un maximum de lutte anti-corruption, de présence des femmes, des minorités, etc., pour que la gouvernance soit la plus juste possible. Un certain nombre de choses ont été faites, dont la création de ce qu'on appelle l'entreprise à mission, qui rejoint d'une certaine façon et autrement ce qu'on appelle en droit américain la B Corp, c'est-à-dire une entreprise dont la seule finalité n'est pas la rentabilité du capital. Mais ça reste extraordinairement marginal. Et puis à un moment, il y a un juge de paix. Quand le capital n'est pas content, le capital vire les patrons. Bien sûr qu'il y a d'autres stakeholders que les actionnaires dans une entreprise. D'ailleurs, c'est l'entreprise qui paie la majeure partie des cotisations sociales dans un pays et qui donc, à ce titre, participe à la protection sociale extrêmement largement. Personne ne va s'opposer à ce que les entreprises aient des missions, mais il faut faire attention. Attention à ce qu'on ne cherche pas trop la mule et que les entreprises ne se taillent pas ailleurs. Et puis, la mission première de l'entreprise, c'est d'exister pour verser des salaires, payer des cotisations sociales pour entretenir les personnes âgées, les fragiles, les malades, y compris les malades pauvres. C'est participer à l'aménagement du territoire, faire de la R&D pour participer à la construction technologique de son pays, ce qui est particulièrement important au moment où nous rentrons dans une économie de la science, une économie de la Et c'est connaissance. vrai qu'il y a un enjeu de concurrence mondiale, parce que c'est pour ça que tous ces enjeux doivent être mondiaux, et c'est pour ça qu'on peut avoir d'évolution qui est absolument vitale. Si on veut que l'humanité survive à la fin du siècle, il faut que les entreprises produisent moins de gaz à effet de serre et que les consommateurs en produisent moins. Donc il est très important que sur ce terrain, les entreprises évoluent. Mais naturellement, si elles évoluent seulement en France, ça n'a aucun intérêt, puisque d'ailleurs la France est un des pays qui est le moins émetteur de gaz à effet de serre, en particulier grâce à sa production d'énergie nucléaire. On a cela. Ceci dit, il faut quand même, ou plutôt il faut en priorité sauver notre planète, sauver les générations futures, créer les conditions d'une durabilité, parce qu'il vaut mieux que l'entreprise humaine survive, même si les entreprises ont plus de mal à se développer. Il ne C'est faut tout le pas, dilemme dans lequel on est, dans lequel la réponse ne peut être que planétaire. oui, il ne faut pas non plus que derrière l'entreprise responsable, l'entreprise philanthrope, l'entreprise messianique, derrière ces beaux discours, il ne faudrait pas qu'il y ait que des discours de façade et une réalité qui sont les chasseurs de primes vertes. Chez moi, à Bruxelles, est en train de fermer toutes les centrales nucléaires et on va construire derrière des centrales à gaz qui produisent, comme tu le sais, Jacques, 120 fois plus de gaz à effet de serre que les centrales nucléaires. Et on habille tout ça sur un discours écologique, un discours responsable et un discours messianique. Alors qu'en réalité, cette stratégie
verte conduit à augmenter le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. En ce moment, ce qui m'affole, c'est qu'une partie importante du discours messianique sur la raison d'être de l'entreprise cache en fait une course au profit vert, à une chasse aux subventions vertes et dans beaucoup de cas, le bilan CO2 final, il est à l'aggravation des émissions. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que tout ce qui nuit à l'énergie nucléaire pour, le remplacer par des énergies, même propres, dont, le l'effet global en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il faut tenir compte de la production Intermittence. de l'intermittence, mais aussi de la production des appareils ou des panneaux solaires et tout cela. Si on prend donc le bilan carbone global, puis toute l'intermittence, l'impossibilité de stocker et cetera, c'est évident qu'à l'heure où nous parlons, les énergies dites renouvelables n'ont absolument pas la même efficacité que le nucléaire. Prenez une entreprise qui, prétend avoir une vraie raison d'être, qui est une entreprise, tout ce qu'on veut en termes d'image, et qui, donne beaucoup de gages pour, son action sociale et cetera. On se rend compte que tout ce qu'elle dépense en termes d'action sociale est une part extrêmement faible de ce qu'elle dépense en publicité et qui est beaucoup plus efficace en termes d'image auprès de ses consommateurs que la publicité. Donc, le greenwashing est une technique qui consiste à remplacer la publicité par les relations publiques, extrêmement efficace et extrêmement nuisible quand l'entreprise ne change rien, surtout quand il s'agit d'une entreprise qui ne produit que du sucre, du sucre, du sucre, du sucre sous mille et une formes et qui donc est extrêmement nocive pour la santé. Ça, on ne le dit pas. J'avais une question pour docteur Alexandre qui dit raison d'être, dit très souvent écologie, environnement. Vous y êtes arrivé assez naturellement. Une grande partie des marques ayant formalisé que la raison d'être de leur existence était de sauver la planète. Qu'est-ce que vous inspire ce point focal? Est-ce que c'est vraiment la seule finalité des entreprises de sauver la planète ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse en trouver d'autres, docteur? On est rentré dans l'enflure messianique et ça aura des conséquences politiques et philosophiques importantes. C'est-à-dire aujourd'hui, si on ne sauve pas la planète, si on ne sauve pas des milliards d'âmes, si on ne change pas radicalement le destin de l'humanité, on est un crapaud et on est un médiocre. On voit ça à l'échelle des entreprises, on voit ça à l'échelle des individus. On voit maintenant des jeunes qui sont découragés parce qu'ils n'ont pas d'impact majeur sur la société. Donc, on cache ce qui va mieux en matière environnementale, on rend les gens pessimistes, on les déprime, et puis après, on leur explique qu'il faut sauver le monde. Tout le monde ne sera pas Superman, et en plus, la fin du monde ne va pas arriver parce qu'il y a des solutions technologiques, comme le disait très bien Jacques, pour régler nos problèmes écologiques, et puis parce que les collapsologues ont fait de la fin du monde un instrument de manipulation des masses. Moi, je suis extrêmement choqué quand je vois un des plus grands intellectuels français mondialement connus comme Latour expliquer que la fin du monde et l'apocalypse, c'est jouissif, que ça fasse jouir Latour la perspective de l'eschatologie verte. Soit, on jouit comme on veut, mais qu'on aille paniquer les gamins depuis sa chaire à Sciences Po en expliquant que la fin du monde est au coin de la rue, ce n'est pas bien. On a un taux d'angoisse verte chez les gamins qui est très élevé et qui est lié au fait qu'un certain nombre d'intellectuels verts sont irresponsables. C'est vrai qu'il y a un pessimisme, une jouissance du pessimisme qui existe et qui pose une sorte de posture qui est très attirée par les médias. Et si vous voulez être entendu dans les médias, ben, il vous faut avoir cette posture. Il n'y a que les mauvaises nouvelles, que les alarmistes et l'intellectuel dont il vient de parler. On est une représentation caricaturale et c'est vrai non plus aussi à l'inverse que premièrement, euh, toute personne a une possibilité d'influer sur l'avenir. C'est la théorie du colibri qui est une bonne théorie. Toute personne en ayant dans son comportement quotidien une attention modeste et humble à ce qu'il peut faire pour avoir un impact. Moi, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir plus d'impact par mon action extérieure que par mon action personnelle et j'essaye de mettre les deux en phase. Donc, avoir conscience du danger est une nécessité pour le combattre. Et si je suis un jeune Australien, c'est le deuxième exemple que je vais prendre, ben, je peux comprendre qu'on soit pessimiste parce qu'il voit les incendies de forêt, il voit la sécheresse se développer à une vitesse fantastique
ils voient le pays devenir inhabitable et beaucoup de jeunes quittent l'Australie à cause de ça, parce qu'ils s'imaginent eux-mêmes pris dans un piège dans lequel leur continent va être la partie la plus désertique de la planète bientôt. Je ne dis pas que ça sera vrai partout, mais ce danger existe. Et donc, il faut garder raison. Il ne faut pas être d'un pessimisme qui conduit à la résignation, ni d'un optimisme qui conduit à l'inaction. Il faut être au milieu des deux. Oui, mais Jacques, bien sûr, mais il faut faire attention au type de message que l'on passe. Au Brésil, en moyenne mobile depuis l'an 2000, les incendies de forêt reculent. En moyenne mobile, hein, de moyen terme. Et en Australie, les incendies de forêt sont plus faibles aujourd'hui que dans les années 70. Oui, mais pas la température. La température il y a eu 10 fois moins d'incendies l'année dernière en Australie qu'il y en a eu en 75. Tu peux aller vérifier, je suis allé vérifier personnellement les statistiques du bureau des statistiques australiens qui est disponible sur .gov.au. Et les gens sont convaincus dans tous les sondages qu'il y a une croissance exponentielle des morts par catastrophe naturelle sur Terre, alors qu'en réalité, il y a un effondrement des morts par catastrophe naturelle. Mais l'augmentation de la température est un fait. Non, mais je ne suis pas climato-sceptique, Jacques. C'est deux choses de dire qu'il y a un problème de réchauffement anthropique, et j'en suis convaincu, sinon je ne serais pas pro-nucléaire, et puis après de dire qu'il y a une explosion des morts par catastrophe naturelle, alors qu'il y a un effondrement des morts par catastrophe naturelle. Rien que le téléphone entraîne un effondrement des morts par catastrophe naturelle, d'être averti qu'un barrage saute, d'être averti qu'il y a une inondation. Ça permet d'éviter les millions de morts qu'il y a eu dans la Chine des années 30 et des années 20 lors des grandes inondations des grands fleuves chinois. Donc, la baisse du pouvoir d'achat pour diminuer les émissions mondiales de CO2 est une impasse qui conduira à beaucoup de malheurs, à des situations révolutionnaires, car les classes populaires n'accepteront pas de revenir au niveau de vie des années 1850. Il n'y a pas de point de divergence entre nous. J'ai toujours dit depuis très très longtemps que la décroissance était une absurdité, parce que s'il y a quelque chose qui pollue, ce n'est pas la croissance, c'est la production. Et donc, il ne faudrait pas une croissance zéro, mais une production zéro pour atteindre l'objectif, ce qui est évidemment absurde. Donc, ce qu'il faut, c'est changer la nature de la production, et il se trouve qu'accessoirement, changer la nature de la production en utilisant moins d'énergie fossile en particulier, mais avec d'autres techniques encore, c'est-à-dire la réorientation de la production vers les secteurs que j'appelle les secteurs de l'économie de la vie, va avoir comme effet indirect de la croissance, mais de la croissance, de la bonne croissance, de la croissance dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'énergie propre et des bons secteurs. Et une décroissance, et peut-être même une production zéro dans des secteurs qui ne méritent plus d'exister, comme le plastique, le pétrole, une grande partie de l'automobile, une grande partie du secteur aérien, une grande partie du textile, etc. Et il est possible aussi que dans un certain nombre de ces secteurs, on en arrive enfin à ce que Marx avait comme intuition au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui vont basculer dans la gratuité et qui, en basculant dans la gratuité, vont permettre de vivre mieux avec une production marchande qui croîtrait moins ou autrement. Monsieur Attali, vous êtes capable de vivre plusieurs vies parallèles, penseur, écrivain, chef d'orchestre. Pensez-vous qu'une entreprise peut avoir une raison d'être unique? On arrête de parler d'environnement. Une entreprise peut avoir une raison d'être. D'abord, une entreprise, si elle veut survivre, elle doit changer tout le temps. Si vous prenez quelles sont les entreprises qui survivent, ce sont les entreprises qui ont su totalement changer. Regardez les entreprises les plus anciennes, elles produisent rien de ce qu'elles produisaient le jour de la création. Donc, si on transfère ça sur l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a donc des entreprises individuelles où les gens sont entrepreneurs de leur vie et donc ont un portefeuille d'activités, font 15 choses à la fois parce qu'ils aiment ça, et puis parce que, comme on n'est pas sûr d'être incarné autant de vies, plusieurs vies, hein, c'est ce que fait autant Laurent que chacun d'entre nous, chacun vit plusieurs vies, tout simplement parce qu'on ne sait pas si on va avoir le droit d'en avoir plusieurs, donc on en vit plusieurs. Tout le monde le fait, pas moi spécialement, tout le monde le fait, parce que c'est encore comme la seule chose qui nous préoccupe, c'est l'immortalité, c'est un substitut à la réincarnation. Deuxièmement, il y a les orchestres provisoires qui sont en fait les entreprises qui sont liées à leurs fondateurs, qui existent, et qui, quand leurs fondateurs ou les enfants des fondateurs ou les successeurs des fondateurs s'éloignent, disparaissent. Puis vous avez des entreprises qui deviennent des marques indépendamment de ce qu'ils produisent.
indépendamment de ceux qui la composent. C'est une entreprise qui incarne une grande fonction, transporter, nettoyer, rendre beau, soigner. euh, Vous avez ces grandes fonctions humaines qui sont incarnées par et vous avez certaines entreprises qui réussissent à durer un siècle, mais ils sont plus que la marque et habillée, par exemple. Et ces entreprises peuvent durer très longtemps. Et dans ce cas-là, ces entreprises ont des vocations changeantes. Et aujourd'hui, dans ces trois catégories d'entreprises, on va voir apparaître des entreprises à mission, des gens qui se donnent la mission de faire quelque chose d'utile, qui ne soit pas seulement que de gagner de l'argent. Je pense que c'est en train de venir d'une façon assez générale, tant par la pression sociale qu'évoquait de façon inquiète Laurent tout à l'heure. La pression sociale, c'est, bon, tu gagnes ta vie, mais ça sert à quoi? euh, Tu fais quoi de tes journées, mais est-ce que tu es utile aux autres? Et moi, je crois beaucoup à ce concept d'altruiste rationnel. Nous avons intérêt à être altruistes, à la fois. Je crois que plus généralement, au-delà de l'entreprise, on est à un moment charnière. La vision historique que nous portons de l'humanité est en train de changer. D'abord, on réalise que nous avons créé l'Anthropocène, c'est-à-dire que nous sommes maintenant les jardiniers de la Terre et nous en sommes responsables. Et puis d'autre part, nous découvrons que nous avons des pouvoirs démiurgiques qui sont le plus souvent portés par des entreprises, notamment par les géants de la Silicon Valley et leurs équivalents chinois. Et donc tout ceci nous conduit à nous poser des questions sur le sens de l'humanité, le sens de notre humanité, et ce que nous devons, en tant qu'entreprise et également en tant qu'individu, en tant que société, faire de nos nouvelles capacités. L'apparition des pouvoirs démiurgiques de l'homme est arrivée extrêmement rapidement en réalité. Et on n'a pas encore réfléchi à ce nouvel état du monde au XXIe siècle et à la façon dont nous devons repenser notre histoire du futur. Et ce travail de réflexion, il est aujourd'hui indispensable et en réalité, il n'a pas commencé. Nous sommes obligés de repenser notre histoire parce qu'il y a un changement anthropologique majeur qui est l'arrivée de pouvoirs de l'homme sur l'homme qui sont inédits et qui n'étaient pas envisagés en réalité il y a un siècle. C'est pour ça que la réflexion est aujourd'hui insuffisante sur ce que nous devons faire de notre humanité. Et ça concerne aussi les entreprises parce que les pouvoirs démiurgiques de Modéus, ils sont principalement aujourd'hui développés par des entreprises privées et les GAFA en sont un exemple. On pourrait rajouter Elon Musk avec le spatial, SpaceX, qui est bien une technologie démiurgique, ou Neuralink, les implants intracérébraux. Merci, docteur. Je vous en prie. Non, je pense qu'en effet, on a toutes ces perspectives qui s'ouvrent à nous et la potentialité de voir des solutions technologiques ouvrir des pistes considérables comme celle que vient d'évoquer Laurent. On a aussi la perspective de voir la recherche de l'immortalité prendre des voies extrêmement dangereuses pour l'humanité. Comme il nous reste peu de temps, je voudrais revenir sur les sujets d'origine de notre débat, c'est-à-dire la raison d'être. Moi, je crois beaucoup que l'entreprise peut être impliquée dans une raison d'être globale qui n'ira pas jusqu'au gouvernement mondial. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un gouvernement mondial au XXIe siècle. Je pense qu'on peut avoir des réglementations, qu'on doit avoir des réglementations, mais qui existent déjà. Je prends souvent l'exemple d'un secteur où il y a un gouvernement mondial extrêmement opérationnel et tyrannique qui impose ses décisions dans le moindre village de la planète et que personne ne conteste, c'est la FIFA. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir ça pour le foot et pas avoir ça sur la santé? Jacques, je m'excuse de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Elle me paraît quand même être liée à l'apparition d'un messianisme technologique. C'est-à-dire que tu fais comme si la raison d'être de l'entreprise ne pouvait être que bénéfique. Or, la raison d'être de l'entreprise demain, entraîner des oppositions entre les transhumanistes et les bioconservateurs. Neuralink, sa raison d'être, c'est de nous rendre plus intelligents en mettant des microprocesseurs miniatures dans le cerveau de nos enfants dans le futur. Il y aura des oppositions à cette raison d'être.
le patron d'Amazon, comme tu le sais, investit une partie importante de sa fortune personnelle pour créer des stations orbitales dans sa société Blue Origin. Cela va entraîner des oppositions majeures. On pourrait parler aussi de Calico, la filiale de Google qui est destinée à nous rendre immortels. La raison d'être ne peut pas être n'importe quoi, évidemment. Qui Et, détermine? et en particulier, la raison d'être ne peut pas être de produire du CO2, et ce qui est le cas des énergies fossiles, donc ça peut l'être. La raison d'être ne peut pas être, à mon sens, de manipuler l'espèce humaine. Mais ça, pour l'instant, on n'a aucun moyen d'éviter que ça le soit. Donc, le juge de paix, si ça n'est pas la loi, ce sera le client. Si une entreprise trouve des clients pour aller sur Mars et espérer être immortel, ou pour augmenter pour faire croire, ce qui pour ma part est une escroquerie, mais c'est un point de désaccord avec Laurent, qu'on peut augmenter l'intelligence des gens d'une façon génétique. Moi, je crois pas du tout à ça, mais s'il y a des gens qui y croient, qui achètent ces produits, tant mieux, jusqu'à ce que la loi l'interdise. Moi, je souhaiterais que la loi l'interdise. L'IA et la data, c'était exactement le sujet dans lequel on était, devraient permettre aux citoyens de vérifier l'adéquation de leurs valeurs avec celle des marques et la véracité des engagements qu'elles prennent de plus en plus. Cette nouvelle étape va-t-elle renforcer l'authenticité ou nous enfermer dans la dictature de la transparence, selon vous? Moi, l'authenticité, je ne sais pas ce que c'est. Et de mon point de vue, en tant qu'observateur, c'est en réalité un buzzword et une stratégie marketing. Donc, tout le discours sur l'authenticité, je n'y adhère pas. Je pense que c'est une manipulation commerciale. Donc, je suis très, très, très réservé là-dessus. Il est clair que on va, au travers du big data, nous connaître de plus en plus. Et l'équilibre entre nous connaître mieux et nous servir mieux, et puis nous manipuler en connaissant les ressorts ultimes de notre cerveau, grâce à l'utilisation de nos traces numériques et de l'intelligence artificielle, l'équilibre va être bien difficile dans le futur. Et il est probable qu'il y aura beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle, et notamment du deep learning, couplé à nos traces numériques pour nous manipuler. Nous rentrons dans une ère de la manipulation. Cette économie de la manipulation dans laquelle l'intelligence artificielle nous fait rentrer, nous devons y réfléchir. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Homo Deus n'a pas commencé à réfléchir à la façon dont il doit créer son futur.